Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette visioconférence prévue dans un format relativement court de 45 minutes. Elle va traiter d'un sujet d'innovation transmanche. Je vais vous parler d'un savoir-faire horloger qui s'est aventuré sur la mer. Alors ici, depuis Fougères, une grande capitale de l'horlogerie, sur les marches de la Bretagne, et je vais vous présenter comment finalement ce savoir-faire qu'on a peut-être un peu oublié dans notre région a finalement cultivé des liens exceptionnels d'innovation et en particulier avec l'univers de l'agriculture et de la nutrition santé. Avant de commencer, je voudrais remercier l'ensemble des contributions qui ont permis de préparer ce sujet. Beaucoup d'associations ont été moteurs dans la réflexion et je les en remercie d'avoir permis de concrétiser ce beau processus de créativité aujourd'hui. Alors, pour aborder ensemble le sujet de ce jour, je vous propose de l'introduire à travers le prisme d'un jumelage, puisqu'il existe une relation de jumelage avec la ville de Fougères et sa jumelle Ashford depuis 1984. Et ce jumelage historique est aussi au cœur d'un formidable réseau qui relie deux régions maritimes, la Bretagne et le Devon, au sud de l'Angleterre, et qui constitue un réseau franco-britannique ouvert à la découverte d'autres cultures. Et puis, la thématique d'aujourd'hui est aussi l'occasion de se plonger ensemble dans un jumelage entre des éléments, à savoir l'horlogerie et l'univers des coquillages que nous allons découvrir ensemble. Alors, pour bien comprendre ce lien, il suffit de vous imaginer sur une plage. Du côté de Cancale ou dans la baie du Mont-Saint-Michel, et bien souvent, vous pouvez apercevoir des coquillages sur le sable. Et ces minéraux marins constituent une grande richesse, car sans le savoir, vous êtes entouré de calcium. Et le calcium, c'est la vie. Et c'est justement la quatrième dimension que je vous propose d'aborder ensemble, c'est ce jumelage des symboles, à savoir la dimension silencieuse et éternelle des coquillages et l'audace de l'horlogerie venue perturber ce qui semblait à jamais imperturbable. Alors, dans cette géologie des éléments qui est aussi un élément fort du patrimoine de Fougères, je voudrais aussi peut-être signaler que finalement prennent forme aussi dans notre région, dans différentes capitales, des signatures architecturales qui façonnent la ville de demain. Et vous avez ici l'exemple du pôle Urban Quartz, qui est en train de naître dans le quartier de la gare de Rennes, le futur quartier européen des affaires Euro-Rennes. Et le quartz a joué justement un rôle extrêmement important en horlogerie. C'est notamment en Extrême-Orient, au Japon, que Seiko, une marque japonaise qui veut dire le succès en japonais, a joué un rôle pionnier en inventant la première montre à quartz. Et de façon générale, le quartz est un minéral qui est là symboliquement pour apaiser des émotions et permettre de récupérer sa propre lumière et d'être soi. Alors, j'ai été extrêmement heureux de préparer cette conférence en me plongeant
dans l'histoire des comités de jumelage qui existent entre l'Ille-et-Vilaine et nos voisins de l'autre côté de la Manche. Et je voudrais rappeler aussi, à côté du jumelage entre la ville de Fougères et Afshore, il existe aussi un jumelage qui s'est développé depuis 1956 entre Rennes et Exeter, également situé au sud de l'Angleterre, dans le Devon. Et donc, en retournant un peu en arrière, la célébration du 50e anniversaire du jumelage entre Rennes et Exeter avait été l'occasion de mettre en valeur 4 horloges. Les 2 astronomiques des 2 villes, puis celle des 2 gares en mouvement. Voyez que sur cette image d'archive à gauche, vous pouvez retrouver une horloge que les Rennais connaissent assez bien, qui est l'horloge de la mairie, avec cet édifice qui a aussi inspiré un autre hôtel de ville en Bretagne, c'est l'hôtel de ville de Auray, dans le Morbihan. Et à droite, à l'écran, vous avez une très belle horloge qui vient d'Exeter. Alors, ce qui rend effectivement le sujet transmanche extrêmement intéressant à aborder aujourd'hui, c'est ce prisme du jumelage qui existe entre la ville de Fougères et la ville d'Ashford, qui a été pendant longtemps un carrefour stratégique dans le Kent, à la fois grâce à sa proximité avec Londres et une très grande hégémonie commerciale et agricole qui s'est aussi développée et qui a renforcé l'indépendance municipale de cette ville qui jouait un rôle très important de carrefour, qui a vu naître de grandes entreprises agricoles, plus tard industrielles, et que Shakespeare, dans une œuvre, a aussi voulu mettre en lumière, alors de façon, à travers un personnage qui sans doute inquiète un peu, le boucher d'Ashford, et qui s'est illustré à travers cette formule. Et pour commencer, tuons les juges. First thing, let's kill all the lawyers. Alors, regardons ensemble les liens extrêmement intéressants qui ont pu se développer des 2 côtés de la Manche dans le domaine des échanges et du savoir-faire horloger. Ce qui rend le sujet très actuel, c'est que depuis le 16 décembre 2020, l'UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Vous savez qu'en Bretagne, notre région dispose à Plouermel d'une horloge astronomique remarquable, mais nous allons découvrir ensemble comment finalement cette inscription à l'UNESCO, qui fait davantage penser à la Franche-Comté, à des villes comme Besançon, aux portes de la Suisse, eh bien, il a également existé un arc horloger transmanche que je vous propose de découvrir et qui rayonne aujourd'hui dans les sphères de réflexion qui ont permis l'inscription de ce grand savoir-faire à l'UNESCO. Puisque la candidature qui a été portée par la France en collaboration avec la Suisse a été considérée comme exemplaire par la mise en évidence de l'importance du patrimoine culturel immatériel dans un espace transfrontalier. Et nous allons voir comment l'horlogerie a aussi été extrêmement liée à un contexte politique en relation avec les frontières. D'où l'importance d'en débattre aujourd'hui à Fougères sur les marches de Bretagne, qui ont été un territoire véritablement carrefour au cœur de rivalités géopolitiques et de jeux d'acteurs extrêmement intéressants entre la France et l'Angleterre. Et donc cet élément transfrontalier est très important parce que beaucoup de réfugiés, notamment protestants, ont fait circuler le savoir-faire horloger d'une région à une autre.
Et on pense bien évidemment à Genève, où se sont réfugiés des protestants français et italiens, mais moins connu, il y a eu aussi le mouvement des Huguenots, qui sont allés se réfugier en Afrique du Sud et même sur les côtes de Floride. Il y a une histoire extrêmement riche qu'on peut retrouver, histoire transatlantique, concernant les protestants qui ont aussi se sont établis en Bretagne et ont cherché de nouvelles terres de refuge pour s'implanter. Toujours est-il qu'il est important de rappeler au titre de cette odyssée que le savoir-faire horloger, c'est aussi aventurer sur la mer. Alors, le métier d'horloger cultive à ce titre des origines mystérieuses, car c'était un métier qui s'écrivait sans H et qui a été aussi en rapport avec le réglage des canons. Les horlogers qui maîtrisaient la gravure des platines en laiton ont ainsi pu innover dans la fabrication d'instruments de pointage ou de calcul, comme les équerres de fil à plomb ou les compas de proportion de Galilée, permettant toutes sortes de calculs qui comportaient souvent des échelles destinées à un usage en artillerie. Comme je vous l'indiquais, l'une des spécificités de l'histoire de l'horlogerie, c'est un contexte politique lié aux frontières, puisque la Franche-Comté était espagnole et Louis XIII et son fils Louis XIV vont reprendre ce territoire. Et donc, il va y avoir une contrebande de connaissances et de compétences qui existe aujourd'hui, encore aujourd'hui, des deux bords de la frontière. Alors maintenant, si on se rapproche de notre région, il existe sur les marches de Bretagne un campus des métiers qui valorise encore la formation et l'apprentissage et qui est situé sur la ville de Fougères. Alors l'école d'horlogerie de Fougères rend hommage à un grand passé puisqu'elle porte le nom d'un prix Nobel de physique. Et le site se situe aujourd'hui sur le parc d'activités de la Grande Marche. Alors, je vais, à travers cette conférence, et nous allons débattre de cette ouverture transmanche à travers le prisme du jumelage entre Fougères et la ville d'Ashford, je vais vous parler d'une bijouterie-horlogerie qui a été fondée par mon arrière-grand-père. D'abord dans la baie du Mont-Saint-Michel et qui va développer une passion pour l'innovation. Et pour résumer cette culture de l'innovation, il y a une formule assez simple que j'ai résumée en bas de cette slide. L'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper l'avenir. Sur cette bijouterie-horlogerie, vous avez sur le fronton, à travers l'image, cette vieille photo que vous avez à l'écran, et dans la vitrine, à l'époque, une marque qui va faire beaucoup sensation en Bretagne. Est-ce que vous la voyez? C'est la marque Zénith, qui a été récompensée lors de grandes expositions universelles. Et cette marque est visible à la fois sur le fronton de cette bijouterie-horlogerie qui avait comme emplacement historique dans la baie du Mont-Saint-Michel la grande rue des Stuarts. Nous allons y revenir un peu plus tard. Et cette marque Zénith, je vais m'y attarder parce qu'elle a eu une destinée extrêmement singulière. D'abord, cette marque Zénith a été impulsée grâce à l'esprit précurseur d'un Suisse qui va imaginer de grands espaces lumineux dédiés à l'horlogerie, où le travail est contrôlé de bout en bout et industrialisé en s'inspirant notamment de techniques nord-américaines. Et la réunion de l'ensemble des métiers d'horloger à l'époque, sous un seul et même toit, est une véritable innovation. Alors, les montres Zénith ont connu une renommée mondiale.
elles ont été récompensées lors de grandes expositions universelles et elles ont été portées par de grandes personnalités dont vous avez le nom qui apparaissent ici sur cette slide. Je vais m'attarder sur certains d'entre eux. Je pense en particulier à Gandhi. Gandhi qui effectivement portait une montre de poche Zénith en argent qui était devenue l'une de ses rares possessions matérielles et qui accompagnait son quotidien en signalant ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme. Et cette montre lui aurait été volée lors d'un voyage en train en Inde. Mais le voleur lui aurait rendu, quelques mois plus tard, rempli de culpabilité et de remords. Cette anecdote a été partagée par Gandhi dans son journal. Cette montre Zénith va aussi beaucoup intéresser des pionniers de l'aviation, des aéroclubs et en particulier Louis Blériot, très célèbre à travers sa traversée de la Manche. Alors Ashford, qui est jumelé avec la ville de Fougères, a la chance d'avoir une gare directement située sur l'axe de l'Eurostar qui nous emmène sous la Manche vers Londres. Mais à l'époque de Louis Blériot, il n'y avait pas de train ni de tunnel sous la Manche. Et finalement, de grands aviateurs, en particulier Louis Blériot, vont identifier la marque Zénith comme un formidable garde-temps, précis et précieux, malgré les conditions extrêmes de l'aviation, qui ont été une formidable odyssée pour rapprocher la Bretagne, la France et nos voisins britanniques. Alors, vous avez ici une lettre qui a été écrite par Louis Blériot en 1912 où il exprime toute sa reconnaissance pour la marque Zénith dont il appréciait la grande ponctualité. Alors, nous allons nous projeter et regarder effectivement comment cette bijouterie-horlogerie dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui a été fondée par mon arrière-grand-père, a très vite développé une reconversion sur d'autres usages qui n'avaient pas été développés, qui n'avaient pas été identifiés. Et nous allons voir comment la baie du Mont-Saint-Michel a été un véritable pôle d'innovation, en relation avec Fougères, mais aussi en relation avec d'autres territoires. Parce que finalement, l'innovation va réussir à circuler extrêmement vite, et notamment en réseau, avec Rennes, avec Fougères, avec Saint-Malo, avec les îles anglo-normandes, mais aussi d'autres pôles que nous allons découvrir. Alors, pourquoi cette innovation a circulé de manière extrêmement efficace en réseau? Eh bien, tout simplement la capacité de l'horlogerie à produire des petits moteurs très ingénieux, à animer des automates, à réparer des montres-bracelets avec des outils très fins, a servi à identifier des molécules d'intérêt et des minéraux marins dans des brisures de coquillages. Et c'est ce qui a permis de développer des recherches en nutrition santé. Alors, je vous indiquais en introduction, lorsque vous êtes sur une plage, vous êtes entouré de calcium. Et le calcium, c'est la vie. Et la baie du Mont-Saint-Michel est un écosystème extrêmement riche en calcium, à la fois à cause du jeu des marées et du sable coquillé qui se développe dans la baie. Et donc, cette activité d'extraction de minéraux marins va progressivement émerger dans les années 20. Elle va donner naissance à une marque, les industries probiomères, qui vont briser des coquillages, des minéraux marins, sécher des algues en utilisant des microtechniques d'horlogerie. Très rapidement, le procédé fonctionne, notamment pour la nutrition animale et en particulier pour le transport et les ventes d'œufs. Les œufs étaient extrêmement fragiles et sur une douzaine d'œufs, parfois il n'en restait que 2 ou 3.
Et le calcium du sable coquillé va être utilisé comme alimentation pour le bétail et va permettre de renforcer le calcium, notamment des œufs de poule. En les rendant plus résistants, ils facilitent le transport et les ventes et peuvent rapidement se transporter par train jusqu'aux halles de Paris. Alors, vous avez ici un coquillage qui a fait beaucoup parler de lui. C'est l'un des premiers logos des industries probiomères. Mais toutefois, il y a eu un contentieux avec la société Shell qui exploite les stations-service, les stations essence, et qui considérait que ce logo était beaucoup trop proche du logo en forme de coquille que vous connaissez sans doute dans la plupart des stations-service de la marque. Alors, le succès rencontré au niveau des œufs va être justement récompensé par la prime d'honneur du ministère de l'Agriculture pendant la grande crise de 1936. Cette prime d'honneur était une sorte de bourse de l'innovation qui récompensait des brevets qui avaient été déposés. C'est aussi le reflet d'une époque qui engage la modernisation de la France de l'entre-deux-guerres, qui finalement voulait se doter de filières d'approvisionnement ultramodernes et qui avait été aussi assez marquée par les conséquences assez traumatisantes des pénuries alimentaires, puisque cette période avait été aussi assez aiguillée par l'avance des Britanniques dans ce domaine, qui avaient mieux organisé leur filière de pêche, mais aussi la filière du lait. Et donc, la France voulait rattraper ce retard et mettre en place des filières ultramodernes. Alors, pour se développer, les industries probiomères vont, à ce titre, se sont associées avec des marins-pêcheurs et vont se porter acquéreurs d'un bateau qui va s'appeler le Saint-Pierre. Je me permets d'insister sur le nom du bateau. Le choix de ce nom faisait aussi référence à Césarée, l'ancien nom antique de Jersey, qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament, Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Et puis, le nom Césarée, pour désigner Jersey, fut maintenu jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Endium, la forme latinisée qui signifie la très grande île. Il y a un programme immobilier à Jersey pour limiter les effets des résidences secondaires qui s'appelle toujours Endium Homes. Alors, ce qui permet le développement des industries probiomères, c'est une culture du brevet. L'ensemble des procédés ont été brevetés avant de les industrialiser. Et puis, pour se développer à l'international, il a fallu monter des partenariats atypiques. Ce sont à la fois des contacts avec des filières de l'économie monastique, en particulier les moines de l'abbaye de Sept-Fonds, dans l'Allier, qui fabrique toujours aujourd'hui un complément alimentaire qui s'appelle la germaline. Mais ce sont aussi des contacts avec des milieux scientifiques, des milieux académiques, et en particulier l'appui déterminant d'une femme qui s'appelait Lucie Randouin, qui a été une grande biologiste, une grande scientifique hygiéniste, qui a été la première femme à rejoindre l'Académie de médecine. Elle n'est pas tout à fait la première femme à enseigner en Sorbonne. Avant elle, il y a eu Marie Curie. En tous les cas, ces travaux précurseurs ont été très reconnus à l'Académie de médecine et vous pouvez retrouver assez facilement sa lettre de candidature sur Internet. C'est une lettre qui est d'ailleurs très touchante. Alors, dans les années 60, il va falloir s'adapter et notamment s'adapter à de nouveaux paramètres. Et c'est une période importante de pénurie dans la baie du Mont-Saint-Michel avec des maladies qui rongent les huîtres et tout l'écosystème de la baie.
Et c'est à cette même époque que les Japonais sont arrivés dans notre région, puisqu'en 1967, les ostréiculteurs, notamment de Cancale, ont reçu l'aide de leurs homologues japonais de la baie de Sendai pour reconstruire les parcs qui avaient été décimés. Et la même année, la ville de Rennes se jumelait avec la ville de Sendai au Japon. Vous voyez comme quoi les jumelages sont aussi au cœur de formidables dynamiques collaboratives. Et cet axe horloger transmanche est peut-être une histoire extrêmement intéressante à développer au titre du jumelage qui rapproche la ville de Fougères et son homologue britannique Ashford. Alors, pour contourner le problème dans les années 60 qui va concerner les huîtres, les minéraux marins, les coquillages, de nouvelles alternatives vont être recherchées et notamment un substitut va se développer auprès d'importateurs qui vont expérimenter notamment de nouvelles gammes de produits avec la farine de manioc de Madagascar, qui est toujours encore très utilisé en Afrique, mais aussi dans l'océan Indien. Alors, je m'arrête sur ce point puisque cette conférence est placée sous le signe des relations de jumelage entre Fougères et son homologue britannique Ashford. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui prépare justement la COP26 qui va se dérouler à Glasgow, en Écosse, va aussi être l'occasion de s'intéresser au rôle des matériaux biosourcés. Et le manioc, en particulier l'amidon de manioc, revient sur les devants de l'actualité, à la fois parce qu'il existe une technologie indonésienne qui permet de transformer le manioc en sac et en sachet biologique, et puis l'attrait du manioc prend de l'ampleur car de plus en plus de pays africains s'y intéressent dans la lutte contre les déchets plastiques, qui est un sujet qui concerne les continents, mais également les océans. Et progressivement, de grandes entreprises s'impliquent sur ce sujet. Je vous ai cité ici sur cette slide l'exemple de L'Oréal, mais aussi des Kenyans. En tous les cas, good luck à nos amis britanniques pour la COP26 qui, j'espère, encouragera de l'innovation dans ce domaine. Alors, ce qui rapproche justement Fougères et Ashford, c'est un axe transmanche qui, comme je vous l'indiquais, est aussi un formidable écosystème riche en minéraux marins. C'est un véritable carrefour de l'économie bleue, de l'économie circulaire et qui peut nous encourager demain, ici en Bretagne, à croiser des filières pour justement innover ensemble. Et c'est un élément qui a justement marqué beaucoup de familles d'industriels, et je pense en particulier dans la baie du Mont-Saint-Michel à la famille de Christian Dior à Granville, puisque son père, Lucien Dior, a été un industriel très important dans les engrais qu'il est allé étudier en Angleterre. Alors, j'ai peu parlé du rôle des îles, mais ce sont des sentinelles de granit extrêmement importantes qui entourent la baie du Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. Et elles sont véritablement des vigies, des laboratoires d'innovation dans tous les domaines. Récemment, une marque a été créée qui s'appelle le savoir-faire des îles du Ponant et l'archipel de Chausey, qui est un quartier insulaire de Granville où a été beaucoup extrait du sable coquillé et des minéraux marins, est une île partenaire de cette marque qui s'étend jusqu'aux îles du golfe du Morbihan. Alors, un écrivain qui résume peut-être le mieux cette relation et qui est aussi très lié à Fougères, c'est Victor Hugo. Vous savez que Victor Hugo a eu une relation romantique avec Juliette Drouet, qui était originaire de Fougères, et c'est ce qui a amené cet écrivain
de Besançon à arpenter la Bretagne, à se déplacer sur les marches de Bretagne, à regarder aussi, en préparant son exil, les îles anglo-normandes, puisque Victor Hugo va passer 15 ans de sa vie à Guernesey. Il aura aussi également un très bref passage à Jersey. Et beaucoup de symboles rappellent justement les traces de Victor Hugo à Fougères. À la fois, ce sont des noms de rues, de places qui sont extrêmement présentes, et bien entendu, les traces, les origines de Juliette Drouet, qui est fortement liée aux marches de Bretagne et à la ville de Fougères. Alors Victor Hugo résume peut-être le mieux finalement cette relation autour de la reconversion du savoir-faire horloger vers les biotechnologies marines, les sciences du vivant et la nutrition santé. Victor Hugo effectivement était très attaché à sa ville natale, Besançon. Vous savez que cette grande capitale de l'horlogerie a aussi développé des relations au-delà des mers et au-delà des océans, y compris transatlantiques, puisqu'il existe une maison Victor Hugo, une maison bleue à La Havane, à Cuba, et que dans le cadre d'une relation de coopération décentralisée, la ville de Besançon a envoyé de la terre de Besançon qui repose dans cette maison bleue, dans ce palais bleu reposant qui est cette maison Victor Hugo à La Havane, de l'autre côté de l'Atlantique, dans les Caraïbes. Alors, pour effectivement mettre en lumière l'importance de cet axe horloger transmanche qui rayonne également en écho avec l'histoire de Fougères et de son grand passé horloger, Victor Hugo, à travers son œuvre Les Travailleurs de la mer, est une personnalité intéressante parce que dans la période de son exil à Guernesey, qui sera une période de très grande créativité littéraire, il imaginera la figure d'un roi au crinier de l'océan qui refuse le droit d'entrée de l'or et de l'argent sans son autorisation, et la seule monnaie ayant cours est le coquillage dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Ce qui montre peut-être l'extraordinaire capacité d'innovation qui pourrait peut-être inspirer Fougères, qui a déjà développé de grands parcours littéraires pour l'ensemble de ses touristes et de ses visiteurs. Et peut-être qu'autour du coquillage, il y aurait quelque chose à développer dans la relation qui unit Fougères avec les îles anglo-normandes et en particulier les marches de Bretagne, la baie du Mont-Saint-Michel, où Victor Hugo est également passé. Alors, quelle réflexion effectivement pouvons-nous avoir aujourd'hui? Il y a certainement un dialogue à entretenir, à réinventer autour de tout cela. Vous savez que le grand tennisman Rafael Nadal vient se fournir en montres ici dans notre région auprès d'un ami qui a un site extrêmement prestigieux. Et effectivement, la Bretagne a encore quelques maisons d'horlogerie, un musée de l'horlogerie qui est effectivement présent à Fougères, et n'oublions pas cette magnifique horloge astronomique à Plouermel qui avait été développée par le frère Bernardin. Alors, il y a certainement d'autres alchimies à imaginer, d'autres relations à développer avec des cités de caractère et des villes qui développent des liens, des relations de jumelage avec nos homologues britanniques. Peut-être que c'est aussi la relation autour de l'économie circulaire, autour des matériaux biosourcés qui pourrait aussi impulser de nouveaux axes de relations transmanches. C'est peut-être aussi un parcours de l'horlogerie imaginaire qui pourrait, pourquoi pas, se développer à l'image des parcours littéraires qui existent déjà à Fougères avec de grands écrivains
et vous dire effectivement qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent, des programmes similaires menés dans d'autres villes. Je pense en particulier à la ville de Strasbourg, qui est très, très en avance sur le sujet et qui a mis en place un programme assez insolite qui s'appelle l'Industrie magnifique et qui a été lancé par le directeur marketing monde de Cronenbourg et qui vise à faire rencontrer des vieux métiers, des créateurs, des industriels, des champs nouveaux en matière d'innovation sur l'espace public. Et c'est peut-être ça qui pourrait, avec la richesse du tissu créatif des PME dans le pays de Fougères, c'est peut-être ça qui pourrait justement tisser de nouveaux liens, mettre en valeur un axe horloger transmanche, une relation inédite en matière d'économie bleue, d'économie circulaire avec les îles anglo-normandes et avec nos homologues britanniques dans le cadre du jumelage qui rapproche la ville de Fougères et Ashford. Alors, vous dire aussi que d'autres villes maritimes développent des lieux extrêmement intéressants pour accueillir de nouvelles activités. Je pense en particulier à ce projet de reconversion de la glacière de Lorient en tiers-lieu maritime, qui est dans la ville aux 5 ports un enjeu citoyen extrêmement fort à travers une campagne de finance participative qui est actuellement développée sur la plateforme Kengo et qui vise véritablement à retransformer ce site, ce château d'eau qui pourrait accueillir demain de nouvelles activités d'économie circulaire, d'économie bleue. Et peut-être que cette reconversion de l'horlogerie pourrait être aussi un axe qui pourrait stimuler les territoires demain. Je vous ai parlé en introduction de l'importance aussi de la marque Zénith, qui effectivement a fait beaucoup sensation en Bretagne, qui a été saluée par de grandes expositions universelles. Elle est aujourd'hui la propriété du groupe LVMH. Et ce que je trouve extraordinaire, vous le voyez ici en photo, la fondation LVMH épouse finalement la forme d'un vaisseau de verre, un vaisseau de proue, qui rappelle peut-être notre relation à la mer, qui rappelle ces grandes odyssées maritimes qui sont aussi nées en Bretagne et qui montre aussi ce lien exceptionnel que notre région a su développer entre terre et mer. Et peut-être que finalement des fondations, du mécénat de compétences pourrait aussi se développer pour faire renaître l'importance de ce savoir-faire horloger, sa reconversion vers d'autres disciplines et le lien qu'il pourra avoir demain pour faire émerger des matériaux biosourcés. Je vous invite avec le contexte de réouverture à peut-être vous perdre dans les arcanes de cette fondation LVMH à Paris, qui est située au croisement du jardin d'acclimatation dans le 16e arrondissement de Paris et de l'avenue Mahatma Gandhi. Je voudrais à tous vous remercier pour votre attention et ouvrir maintenant les échanges. Il y a une bulle de discussion dans laquelle vous pouvez faire part de vos questions par écrit ou tout simplement prendre le micro. Vous dire aussi que finalement, d'abord les avancées horlogères et la marine sont fortement liées, que les premières horloges maritimes qui conservaient la mesure du temps sur un bateau, sur un navire en mouvement ont été une véritable révolution et qu'elles ont permis à des marins de se positionner en mer avec une très grande précision. Et aujourd'hui, de grandes marques renouvellent peut-être ce récit entre terre et mer. Je pense à la marque Way qui qui produit des montres avec des filets de pêche recyclés. Et lors du G7 à Biarritz, Emmanuel Macron en a porté une et en a offert à tous les dirigeants, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson. Et donc peut-être que ça peut constituer un champ d'inspiration pour relancer le jumelage entre Fougères et Ashford au Royaume-Uni. Merci à tous pour votre attention et je vous propose de prendre le micro si vous souhaitez réagir, faire part de vos réactions. Peut-être que vous avez, dans le cadre de vos voyages, de vos différents déplacements,
découvert d'autres dynamiques d'axes horloger transmanche ou d'autres dynamiques collaboratives en matière d'innovation, de transfert de compétences, de croisement des savoirs. Merci à tous. Alors, cette conférence est enregistrée. Elle sera aussi restituée en ligne sur YouTube très rapidement. Si vous souhaitez vous replonger dans le sujet, n'hésitez pas à réagir, à faire part de vos réactions. Y a-t-il des participants du pays de Fougères qui ont peut-être des connaissances sur le grand passé horloger de la ville ? Alors, n'hésitez pas à ouvrir le micro ou si vous préférez, vous pouvez, dans la bulle de discussion, faire part de vos questions, vos réactions. Il suffit de cliquer sur l'onglet « Discussion ». Y a-t-il des personnes qui participent à la relation de jumelage entre Fougères et Ashford ? Bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de réactions, je laisse la discussion, les échanges ouverts. Vous dire effectivement qu'il y a toujours une école d'horlogerie qui mérite d'être mis en avant sur le campus des métiers de Fougères. En tous les cas, à l'échelle de la Bretagne, sur le territoire régional, il y a assez… je pense que c'est le seul aujourd'hui pôle d'enseignement qui transmet effectivement en apprentissage la perfection du geste. Bien, en tous les cas, je voudrais remercier l'ensemble des participants pour leur avoir été jusqu'au bout de cette visioconférence. Nous allons, s'il n'y a pas de questions, clôturer les échanges et je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Dernière question, y a-t-il des réactions avant la clôture de cette visioconférence ?